Le micro. Le micro. السلام عليكم. عليكم السلام. صافي نبداو السادة. Safi. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Honoré d'être parmi vous ce soir en cette rencontre virtuelle qui aurait été présentée par notre collègue Samar. Mais son état de santé ne lui permet pas d'être présente parmi nous. En premier lieu, j'aimerais bien remercier l'association Al-Qalam qui a à sa tête M. Brahim Sedram et les membres de l'équipe. Et je voudrais aussi remercier tous les membres de l'équipe technique, M. Houmam, M. Bqali, M. Fikri, qui veillent à la surveillance et le suivi de ces rencontres éducatives et pédagogiques pour la préparation des examens professionnels 2020-2021. Dans cette soirée, on va entamer ou bien aborder deux sujets. Le premier sujet, qui va s'articuler sur la formulation d'un objectif d'apprentissage qui sera présenté par Madame Isa Sadiq, inspectrice à la direction régionale de Stade. Le deuxième sujet sera présenté par Monsieur Abdelghani Hassani, inspecteur à la direction régionale de Stade. Et maintenant, je passe la parole à Madame l'inspectrice Isa Sadiq. À vous la parole, Madame Isa. Je vous remercie infiniment, Madame Mariam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonsoir tout le monde. J'espère que tous les membres de la communauté se portent très bien. De prime abord, je saisis l'occasion pour remercier l'association Al-Qalam pour cette louable initiative qui joint l'utile à l'agréable en aiguisant le potentiel des enseignantes et des enseignants tout en les préparant aux examens professionnels. Bon, le sujet, comme vous le voyez, comme vous le constatez, de cette séance de formation, il sera dédié à la formulation d'un objectif d'apprentissage. Avant de passer à la formulation d'un objectif d'apprentissage et les contraintes de cette formulation-là, ainsi que les exigences, vaut mieux se poser la question pourquoi ce sujet-là? Pourquoi s'intéresser à la formulation d'un objectif d'apprentissage? Surtout dans ce contexte-là, contexte d'examen, dans ces situations-là, situations d'examen. Bon, comme on le sait tous, l'objectif d'apprentissage est un point de départ. Un point de départ qui retrace un acheminement d'une action pédagogique incluant en même temps les procédés, les outils, les activités, les connaissances, les ressources
pour arriver à un aboutissement donné, l'aboutissement de l'action pédagogique qui est l'atteinte de l'objectif. En même temps, cet objectif d'apprentissage, il permet de nous donner une vision claire sur cet acheminement-là, sur même les pistes d'évaluation, sur même les interventions à mettre en place en cas de défaillance ou en cas si on rate l'atteinte de cet objectif-là. Il s'agit bien sûr des remédiations à mettre en place, du soutien, et même si on atteint l'objectif, on sera face bien sûr à une consolidation ou bien un enrichissement. Bon, pour ce fait-là, on doit s'intéresser en premier lieu à la formulation de cet objectif-là. Pourquoi faire? Pour réussir cette action qui est l'action pédagogique. Donc, dans ce contexte-là, le contexte d'examen, comme vous allez le constater par la suite, ici, il y a 3 exemplaires d'examen, bien sûr, des examens précédents. Pourquoi on est censé maîtriser cette formulation-là? Donc, en contexte d'examen, bien sûr, on a des situations qui s'imposent. Soit qu'on est face à un objectif qui est déjà dédié et qui nous est demandé de formuler, par exemple, des activités, des déroulés qui répondent à cet objectif-là, ou bien il nous serait demandé de mettre en place un dispositif d'évaluation qui rime avec cet objectif-là, ou bien un dispositif de différenciation. Donc, le fil conducteur ici, c'est l'objectif de communication qui a été proposé comme corpus. Ou bien, on a la deuxième situation, la plupart des temps, on a une deuxième situation, c'est le fait de présenter un corpus qui s'intéresse à une composante donnée de la langue française et de demander au candidat de formuler en plusieurs objectifs. Bon, le fait de formuler en plusieurs objectifs, comme vous le constatez, c'est la première des choses demandées. Ce qui fait, si on rate cette formulation d'objectif, on va bien sûr, on a forte chance de rater même les activités à mettre en place, les issues de remédiation, bien le fait d'envisager de mettre en place un arsenal d'activités qui vise par exemple à remédier à un ensemble de lacunes, etc., etc. Donc, si on veut gagner soi-disant des points, si on affiche une formulation d'objectifs qui est assez pertinente et fiable, on aura plus de chances à réussir les autres étapes ou bien les étapes qui suivent. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'un objectif d'apprentissage? Comme vous le voyez, un objectif d'apprentissage, tout simplement, il décrit ce qu'on entend d'un apprenant ou bien ce qui un apprenant est censé faire à l'issue de son apprentissage au cours d'une séquence pédagogique. Il est déterminé par l'enseignant pour, comme on a déjà constaté, construire, c'est-à-dire on a l'objectif, on les utilise ou bien on l'use dans la phase planification, c'est-à-dire avant de mettre en place les déroulés pédagogiques, conduire, c'est-à-dire tout en gérant une action pédagogique ou bien une pratique enseignante, on a besoin d'être guidé, orienté par cet objectif-là et évaluer ces séquences. D'ailleurs, l'objectif d'apprentissage représente un point de repère de cette évaluation-là ou bien une référence à laquelle on se sert pour évaluer nos déroulés, pour évaluer nos pratiques, pour nous évaluer en tant qu'enseignants, pour évaluer les apprenants, etc., tout en s'instaurant dans une optique de régulation de cette pratique-là ou bien de régulation des interventions pédagogiques en question. Mais d'ailleurs, pour un objectif d'apprentissage, la définition, elle est assez simple, voire une définition qui est assez aisé à mémoriser ou bien à mettre en place. Mais l'enjeu de l'objectif d'apprentissage n'est pas sa définition, mais sa reformulation. Comment reformuler un objectif d'apprentissage, comment réussir ta tâche qui est assez complexe. Bon, les caractéristiques d'un objectif d'apprentissage ou bien les contraintes qu'on doit respecter ou bien
les critères d'exigence qu'on doit respecter tout en mettant en place ou bien tout en formulant un objectif d'apprentissage. De prime abord, il vaut mieux qu'un objectif d'apprentissage décrive de façon univoque le contenu de l'intention pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de décrire de façon univoque, c'est-à-dire de façon qui est claire et précise, c'est-à-dire lorsqu'on est face à une formulation d'un objectif d'apprentissage, il vaut mieux éviter toute ambiguïté, puisque cette ambiguïté-là, il va se répercuter sur l'acheminement ou bien sur la mise en place des activités ou bien des déroulés qui vont suivre. Un objectif d'apprentissage vise à décrire une activité de l'apprenant, c'est-à-dire que l'objectif d'apprentissage, il met au centre, il met le focus sur l'apprenant. Une activité qui est identifiable, c'est-à-dire quantifiable, mesurable, c'est-à-dire une activité qui mène l'apprenant à manifester un comportement qui est observable. Mentionner, bien sûr, les conditions dans lesquelles le comportement souhaité doit se manifester. Un objectif d'apprentissage, il se lance ou bien il se donne pouvoir mettre en place un ensemble de conditions à respecter lors de l'exercice ou bien lors de l'application de ce qui est demandé. C'est-à-dire, il cerne, soi-disant, il cerne le champ d'exercice de cet apprenant-là. Un objectif d'apprentissage, il doit en même temps indiquer à quel niveau doit suivre cette activité-là, c'est-à-dire l'activité, l'aboutissement de l'activité de l'apprenant, il doit suivre à quel niveau, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place un ensemble de critères d'évaluation qui vont nous permettre d'évaluer le degré de performance ou bien le degré d'atteinte de cet objectif-là. Comme exemple, on va s'intéresser à l'exemple suivant. Donc, à l'issue de son apprentissage, l'apprenant doit être capable de décrire un paysage de son choix en 7 lignes maximum et en se servant du schéma descriptif déjà évoqué. Bon, pour cet objectif-là, on va essayer de détecter les points déjà évoqués comme caractéristiques d'un objectif d'apprentissage bien formulé ou bien mis en place. Bon, à l'issue de son apprentissage, l'apprenant doit être capable de quoi? Il doit être capable de décrire un paysage de son choix. C'est-à-dire que le contenu ici, il est décrit d'une façon univoque et il traduit l'intention pédagogique qui est le fait de faire parvenir l'apprenant à décrire un paysage de son choix. Il y a aussi des conditions de réalisation et des critères de performance. Par exemple, les conditions de réalisation, il s'agit de décrire, c'est-à-dire il ne s'agit pas de noter ou bien de raconter ou bien de réciter ou autre chose. Il s'agit de décrire un paysage. Il s'agit de 7 lignes maximum, non, et non pas plus. Il s'agit aussi de se servir d'un schéma descriptif, c'est-à-dire de suivre un schéma descriptif. C'est l'apprenant omet un de ces critères-là ou bien une de ces composantes-là, il sera face à rater son exercice ou bien à rater l'objectif. Bon, en analysant le document ci-après, il s'agit d'un exemplaire d'éléments de réponse pour un examen précédent. Bon, il est demandé en termes d'une activité d'expression écrite, de décrire le déroulé, c'est-à-dire les étapes de l'expression écrite, et assigner à chaque étape un ou plusieurs objectifs. Comme vous le constatez ici, par exemple, bon, le corpus, cette séquence d'expression écrite semble être construite autour de la maîtrise du schéma narratif. Il s'agit de permettre aux élèves de la 6e année primaire de reconnaître l'organisation du texte narratif et d'en produire une fin convenable. La question 1 demande
d'analyser les activités proposées et de préciser les objectifs qu'elles visent. Étape 1, elle est réservée à l'observation découverte. Cette activité s'effectue à partir de la lecture du texte proposé et en fonction du questionnement qui lui correspond. Bon, ils ont déjà assigné 3 objectifs d'apprentissage à cette étape-là. C'est le fait de relever dans le texte les informations, par exemple les personnages, le lieu, les actions, les problèmes, et tout ça. Le deuxième, c'est reconnaître l'organisation du récit. Le troisième, c'est imaginer la suite de l'histoire. Bon, pour cet objectif-là, on constate qu'il n'y a pas cette exigence de temps, du fait que le temps il est présenté dans le corpus, c'est-à-dire au terme de la séquence d'expression écrite, il ne vous serait pas demandé de déterminer le temps ou bien de s'intéresser à la dimension du temps, du fait qu'elle est mentionnée dans le corpus, c'est-à-dire au terme d'une séquence d'expression écrite, l'apprenant il sera en mesure de relever ces critères-là ou bien ces indices-là ou bien reconnaître l'organisation du récit ou bien imaginer la suite de l'histoire. La deuxième des choses, si vous constatez, en ce qui concerne le verbe qui a été utilisé pour formuler cet objectif-là. Il s'agit d'un verbe d'action qui est précis et concis, qui donne lieu à un déroulé ou bien à un acte apprenant qui est observable. Par exemple, si on formule un objectif d'apprentissage en utilisant le verbe comprendre, il vaut mieux bannir ce genre de verbe du fait qu'il est ambigu. Comment peut-on mesurer, par exemple, la compréhension? Comment peut-on avoir un comportement qui est observable à partir d'un verbe qui est si ambigu, qui est si équivoque? Pour la recette de l'examen, pour reformuler ou bien formuler un objectif d'apprentissage lors de l'examen, il vaut mieux utiliser un verbe d'action à l'infinitif, plus une condition de réalisation, plus une norme de performance. On ne s'intéressera pas au temps, à la dimension temps, et on ne s'intéresse pas à la contextualisation, puisque le corpus présenté dans l'examen, il contextualise déjà l'action ou bien il contextualise déjà ce qui est demandé. Plus qu'il inclut une dimension temps, qu'il s'agit par exemple d'une situation en relation avec l'expression écrite ou bien la grammaire ou bien la conjugaison, ou etc. Déjà, dimension temps, elle est déjà incluse dans le corpus. Donc, pour l'exemple suivant, pour les élèves de la 6e année, un objectif, il peut être formulé de cette manière. Imaginez la fin de l'histoire proposée. Déjà, on a mis en place un corpus où il y a un début et une conclusion, un début et un développement, puis on demande à l'apprenant qu'il imagine la fête de l'histoire proposée. Bon, pour le verbe d'action à l'infinitif, c'est le verbe imaginer. On va voir par la suite, lorsqu'on va parler de la taxonomie de Bloom, où s'instaure ce verbe-là. Imaginer, qu'est-ce qu'il vise? Quel niveau mental vise-t-il? Donc, la condition de réalisation, c'est le fait d'imaginer quoi? Imaginer la fin de l'histoire. Une fin, non pas un début, non pas un développement, non pas une partie du début ou bien une partie du développement, une partie de la fin, mais la fin de l'histoire. Quelle histoire? C'est l'histoire qui est proposée. Entre 3 et 5 lignes, c'est une norme de performance qui va nous permettre de juger cet agir-là, de juger l'acte apprenant manifesté par l'apprenant. Bon, pour cet objectif-là, il y a pour mémoriser, pour faciliter la mémorisation des caractéristiques d'un objectif d'apprentissage, on se sert ou bien on fait un recours ou bien un recours à un moyen mnémotechnique qui s'appelle l'acronyme. Donc, pour avoir cette idée-là toujours dans la tête, on peut
recourir à la formulation d'un objectif SMART, c'est-à-dire un objectif, il doit être, pour qu'il soit un objectif fiable et pertinent, il doit être spécifique, c'est-à-dire précis, clair, mesurable, c'est-à-dire observable. Mesurable, ça veut dire qu'il est décrit ou bien qu'il est défini en se servant d'un verbe d'action, d'un verbe qui donne lieu à un comportement qui est observable. Atteignable, par exemple, l'exemple déjà proposé, le fait d'imaginer la fin d'une histoire, de l'histoire proposée. Donc, déjà imaginer, c'est un verbe qui peut être, le fait de le transcrire par la suite, il peut être mesurable. Pour la 6e année, il est atteignable du fait que, imaginez, c'est vrai que c'est inscrit dans la 3e, bien la 5e, oui, le 5e niveau mental, c'est-à-dire le fait d'évaluer ou bien le fait de synthétiser, ça suscite un ensemble d'habiletés qui sont à haut niveau. Il est réaliste, c'est-à-dire qu'il est à la portée des élèves de la 6e année. Il est temporel du fait qu'il s'inscrit dans une marge horaire qui peut être s'étaler sur, par exemple, 4 séances d'expression écrite. Bon, l'objectif d'apprentissage est la taxonomie de Bloom. Qu'est-ce que la taxonomie de Bloom? La taxonomie de Bloom, elle s'intéresse au domaine cognitif. Cette taxonomie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Comme vous le constatez, elle hiérarchise les habiletés, elle les hiérarchise en 6 niveaux, appelés niveaux mentaux. Elle donne lieu à leur mesure sur un continuum, c'est-à-dire on commence par le plus simple qui est le fait de se rappeler ou bien se rappeler, ça fait référence à la connaissance, puis on passe à la compréhension, on passe plus tard à l'application, on s'intéresse à l'analyse pour accéder à l'évaluation et en dernier lieu, on fait, lorsque l'apprenant ou bien l'intéressé valide ces niveaux-là, il est en mesure de créer, c'est-à-dire il peut concevoir ou bien élaborer de nouveaux produits ou bien innover même. Donc, cette taxonomie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de définir, elle nous permet de définir les objectifs, d'où le fait de baliser le parcours pédagogique et en faciliter l'évaluation. Mais comment procède-t-on à faciliter l'objectif via faciliter la formulation des objectifs via cette taxonomie-là, la taxonomie de Bloom. Donc, Bloom, il a mis en place un pack ou bien un arsenal de verbes d'action liés à chaque niveau mental ou bien à chaque habilité définie par la taxonomie. Le tableau ci-après, il nous donne une idée sur les verbes d'action qu'on peut utiliser lors de la formulation d'un objectif d'apprentissage. S'il s'agit du premier niveau mémorisé, on peut utiliser par exemple un verbe d'action pour formuler l'objectif d'apprentissage ou bien pour formuler l'objectif d'apprentissage. Des verbes tels que d'écrire, définir, identifier, lister. On est toujours dans cette optique-là, l'optique de la connaissance. Lorsqu'on rebondit vers la compréhension, on peut utiliser d'autres verbes qui sont estimés, par exemple, paraphraser, interpréter, discuter. Le fait de connaître, ça peut permettre à l'apprenant de comprendre. Une fois compris, il peut appliquer. C'est-à-dire, lorsqu'on veut formuler un objectif d'apprentissage qui vise ce niveau-là, le niveau mental appelé application ou bien appliquer, on peut utiliser cette liste de verbes, soit compléter, illustrer, examiner, modifier ou n'importe quel verbe qui appartient à cette liste-là. Même chose pour le fait d'analyser, le fait d'évaluer et le fait de créer. Comme vous le constatez, le verbe imaginer, il fait partie
du dernier niveau, qui est le niveau de la création, qui s'intéresse à la création. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va donner lieu à un nouveau produit où l'innovation de l'apprenant va se manifester et va essayer de mobiliser l'ensemble de ses acquis, de ses attitudes, de ses prises de position, de ses habiletés pour pouvoir mettre en place un produit où il suscite ou bien où il provoque son imagination pour donner lieu à un produit qui répond à l'objectif d'apprentissage assigné à la séance. Toutes vos questions, je vous remercie infiniment de vous avoir parmi nous. Je saisis l'occasion de souhaiter un prompt rétablissement à Madame Samad. Cette taxonomie de Bloom, elle vous serait développée par M. Hassani, qui va l'évoquer dans son intervention par la suite. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite bonne chance. Merci pour votre attention. Alors, merci Madame Isa pour cet exposé. Alors, vous avez parlé de la formulation des objectifs. Comment peut-on, qui peut réussir les autres étapes qui arrivent après? Vous avez parlé aussi de la définition d'un objectif, les caractéristiques aussi d'un objectif d'apprentissage. Les verbes d'action qui servent à formuler un objectif d'apprentissage, et vous avez présenté aussi la banque de verbes d'action associés à la taxonomie de Bloom. Alors, merci une autre fois pour ce fructueux exposé. Alors, pour les participants, si vous avez des interventions, vous pouvez lever la main comme ça. Je vais noter les noms, s'il vous plaît, si vous avez des interventions. Les interventions à la fin, Inch'Allah. On laisse. Oui. Après l'intervention de monsieur. On laisse les interventions jusqu'à la fin du deuxième exposé? Oui, Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Alors, on va passer au deuxième sujet avec monsieur l'inspecteur, monsieur Abdelghani Hassani. C'est le deuxième sujet qui sera présenté par monsieur Abdelghani Hassani, inspecteur à la direction régionale de Stade. Alors, je passe la parole, monsieur Hassani, pardon. Merci bien, Madame Zaidi. Donc, un grand merci pour Madame Sadek pour sa pertinence et concise intervention. Donc, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, j'ai l'honneur d'être parmi les animateurs de cette 10e rencontre. Et je voudrais bien adresser mes félicitations au président de l'association Al-Qalam, M. Brahim Sidram, et à tous les autres membres de l'association, bien sûr, pour cette initiative professionnelle et souhaiter, bien sûr, une bonne continuation pour les intervenants et les intervenantes, ainsi qu'une bonne chance pour les candidats et les candidates. Donc, l'intervention est intitulée « Les activités de la langue au primaire ». Je vais lancer le plan de cette intervention. Donc, est-ce que mon écran est partagé? Oui. Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Merci bien. Donc, je vais lancer, bien sûr, le plan. Donc, je vais commencer par une présentation théorique contenant un préambule, une définition conceptuelle, l'objectif, le statut
curriculaire des activités de langue, bien sûr au primaire, un canevas méthodologique proposé, bien sûr le canevas concerne une fiche pédagogique, progression des apprentissages cas de la grammaire, l'examen de compétences professionnelles, nous avons un exemplaire de l'année 2016 et nous aurons vers la fin une interaction. Donc, concernant la définition des activités réflexives sur la langue, donc d'après mes apprentissages, le guide de l'enseignant de la 5e année, ils porteront sur le lexique, la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Donc, pour cette définition, il aborde bien sûr l'objet ou le sujet de ces activités. Une deuxième définition, donc selon mon livre de français, le guide de l'enseignant ou bien de l'enseignant bien sûr de la 4e année, des séances spécifiques sont programmées pour l'étude explicite. Donc nous avons l'objectif, c'est l'étude explicite de quoi? Des règles régissant le fonctionnement de la langue. Cette étude, bien sûr, touchera les points élémentaires de la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. Vous allez bien remarquer qu'il n'y a pas de lexique en 4e année. On va voir une troisième et dernière définition de Corbelin. Donc, pour lui, les activités réflexives sur la langue rassemblent l'ensemble des activités réflexives que l'élève est amené à conduire sur la langue. Bien sûr, au sens large du terme, l'entraînement à la réflexion, donc les actions, nous avons l'entraînement à la réflexion qui passe par l'observation des données, leur manipulation, la construction de certaines catégories organisatrices, bien sûr. Donc, pour cette définition, elle traite les actions ou bien la méthodologie qui concerne les activités réflexives sur la langue. Donc, pour les activités réflexives sur la langue toujours, pourquoi on enseigne ces activités, ou bien par exemple au primaire? Donc, la maîtrise des techniques du fonctionnement de la langue assure une expression structurée, qu'elle soit orale ou écrite. Donc, c'est pour garantir et pour assurer une expression structurée, orale ou écrite. C'est pourquoi les notions abordées en grammaire, lexique, orthographe et conjugaison ont pour objectif d'aider les élèves à acquérir ou bien à apprendre lentement mais sûrement les fondements de la langue. Donc, pour le premier volet, c'est-à-dire l'assurance d'une expression structurée, pour le deuxième volet, c'est-à-dire ces activités visent l'acquisition des fondements de la langue, bien sûr, pour communiquer, lire et écrire. Pour le statut curriculaire, c'est-à-dire la présence ou la fréquence ou bien l'enseignement de ces activités au primaire. Donc, en première, deuxième et troisième année, des exercices de langue peuvent être intégrés dans les activités de la consolidation ou bien de consolidation de l'oral et de la lecture, l'objectif étant d'initier l'apprenant, l'apprenante au fonctionnement de la langue. Donc, pour l'objectif, il est clair, bien sûr, c'est d'initier l'apprenant ou l'apprenante au fonctionnement de la langue par imprégnation orale et écrite interposée, c'est-à-dire placée entre les deux, entre l'oral et l'écrit, et par entraînement à l'identification élémentaire et graduée de certaines parties constitutives de la langue, c'est-à-dire mots, phrases, etc., sans que les règles soient explicitées. Donc, pour l'objectif, c'est initier les apprenants et les apprenantes au fonctionnement de la langue, mais pour les règles, elles sont explicites et
on va voir une remarque qui concerne bien sûr la gestion du temps, c'est-à-dire on ne peut pas enseigner explicitement les activités réflexives en première, deuxième et troisième année au détriment bien sûr des autres disciplines. Pour la remarque, il concerne bien sûr la gestion du temps en relation bien sûr avec l'enseignement ou bien l'initiation. Donc pour la quatrième, la cinquième et la sixième année de l'enseignement primaire toujours bien sûr, donc en ces 3 années de l'enseignement primaire, des séances spécifiques sont programmées pour l'étude explicite. Donc pour la première, deuxième et troisième année, il y avait une étude implicite. Maintenant, on parle d'une étude explicite des règles régissant le fonctionnement de la langue, sans pourtant autant perdre de vue que cette étude doit être conçue et mise en œuvre en lien avec, bien sûr, les activités orales, de lecture, de production de l'écrit et de projets de classe. Donc, pour les disciplines, on parle toujours d'une certaine synergie, on parle encore d'un décloisonnement entre, bien sûr, ces disciplines. Il est à préciser que l'apprentissage des règles de fonctionnement de la langue doit favoriser, bien sûr, chez l'apprenant, l'apprenante, la compréhension et la production de l'écrit. À cet effet, il importe d'apporter les faits de la langue de manière à ce que l'apprenant, l'apprenante puissent percevoir leur fonctionnement dans le texte, en déduire, donc ici il s'agit bien sûr d'une déduction des règles à retenir, donc c'est une approche déductive et on va voir par la suite la méthodologie qui concerne l'enseignement de ces activités. Donc grosso modo pour l'enseignement des activités de langue en première, deuxième et troisième année, il s'agit d'une initiation et d'une manière implicite pour la quatrième, la cinquième et la sixième année. Donc, il s'agit bien sûr d'une étude explicite qui concerne bien sûr les règles qui régissent le fonctionnement de la langue. Et lorsque je parle du verbe régir, c'est-à-dire qui administre ou bien qui gouverne, c'est bien sûr ce fonctionnement. Donc, pour la présence de ces activités, nous avons une fiche technique. Et pour la référence, donc il s'agit des orientations pédagogiques relatives à l'enseignement apprentissage du français au cycle primaire, juillet 2020. Donc, nous avons en quatrième année, nous avons la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et la dictée. Le nombre de séances, nous avons 4 séances. Et pour le volume horaire hebdomadaire, nous avons 1h40 sur 6 heures. En cinquième et sixième année, vous allez bien remarquer qu'il y a la grammaire, la conjugaison, lexique, orthographe dictée. Donc, en quatrième année, il n'y avait pas de lexique. Et en cinquième ou bien sixième année, on note la présence de cette discipline. Donc, le même nombre de séances, c'est-à-dire 4 séances par semaine. Pour le volume horaire hebdomadaire, nous avons 2 heures sur 6. Pour agir autrement, nous avons 2h15 sur 7 heures. Pour ces compétences, il concerne bien sûr le guide de l'enseignant, mes apprentissages, 6e année. Et vous allez constater, ou bien le mot compétence, il est entre guillemets, parce que les auteurs, bien sûr, de ce guide, bien j'ai noté en bas, on retrouve une première définition qui assimile la compétence à un objectif d'apprentissage. Donc, c'est un choix, bien sûr, des auteurs. Pour la discipline grammaire conjugaison, je vais lire
ses compétences ou bien ses objectifs d'apprentissage. Donc, utiliser correctement ou bien correctement des structures simples, utiliser des structures syntaxiques et des formes grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé. Pour l'orthographe, écrire avec une relative exactitude phonétique des mots courts qui appartiennent à un vocabulaire oral. L'autre élément, c'est écrire et copier des mots, des expressions et des consignes simples utilisées régulièrement. Pour le dernier élément, acquérir progressivement l'importance de l'orthographe dans ses rapports avec les autres volets du fonctionnement de la langue. Pour le lexique, donc utiliser un vocabulaire suffisant pour les besoins communicatifs élémentaires. L'autre élément ou bien l'autre point concerne l'utilisation d'un répertoire élémentaire de mots isolés et d'expressions relatives à des situations concrètes particulières. Donc, vous pouvez remplacer le mot compétence par objectif d'apprentissage. C'est juste une liste pour le canevas méthodologique. Donc, je vais commencer par une évaluation diagnostique. Cette évaluation diagnostique portera sur les ressources qui assurent bien sûr la réussite de cette leçon ou bien de cette séance. Pour les questions ou bien pour l'évaluation diagnostique, il ne doit pas porter forcément sur la leçon précédente. C'est-à-dire, si je veux présenter bien sûr une leçon de conjugaison le passé composé, l'évaluation diagnostique portera sur les éléments qui assurent la réussite bien sûr de cette leçon. Donc, il peut porter sur les deux auxiliaires bien sûr au présent et sur les participes passés. L'exemple en grammaire, par exemple, je vais présenter la phrase en 4e année. Pour la définition de la phrase est une suite de mots ayant bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a un sens. Et pour la forme, il commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, pour les éléments ou bien qui peuvent garantir ou assurer la réussite de cette leçon, nous avons le mot ou bien l'expression suite de mots, majuscule, point et le sens bien sûr. Donc pour l'évaluation diagnostique, il est conseillé ou bien de cibler les ressources qui assurent bien sûr la réussite de cette leçon, c'est-à-dire de la nouvelle leçon. Donc, j'observe et je découvre. Donc, il s'agit de l'observation des phrases du corpus ou du texte support. Donc, je peux choisir des phrases et je peux choisir un texte support. Pour le texte, il assure l'unité de sens. Pour les phrases, généralement, elles sont simples et je peux dire que le corpus était plus accessible. Donc, pour ce texte support ou bien le texte de départ, elle doit être toujours en relation avec le thème. Bien sûr, il doit contenir ou bien le fait linguistique ou bien la notion à étudier et elle doit être accessible. Deuxième point, je manipule et je réfléchis. Donc, il s'agit d'une manipulation des phrases du corpus déjà présenté ou du texte support et la réflexion sur le phénomène linguistique à étudier, bien sûr. Donc,
je répète, la manipulation des phrases du corpus ou du texte support et la réflexion sur le phénomène linguistique à étudier. Donc, ces éléments favorisent la construction de la notion. Donc, on parle d'une construction, c'est-à-dire le passage de la logique de la transmission, bien sûr, à la logique de la construction active. Donc, après plusieurs manipulations et le dégagement des règles de fonctionnement, la construction du savoir est amorcée, c'est-à-dire il a ou bien débuté ou bien il a déclenché. Lors de cette étape, je peux même parler de la conceptualisation. Et pour la conceptualisation en linguistique, il s'agit de passer d'une utilisation inconsciente à l'assimilation consciente. Prenons par exemple l'exemple de la phrase toujours en grammaire. Dès la deuxième année ou dès la troisième année, l'enseignante peut demander aux apprenants de donner des phrases ou bien de construire des phrases. L'apprenant peut produire une phrase, mais son usage ou bien l'usage ou l'utilisation de la phrase, elle est inconsciente. Pendant une leçon de grammaire en quatrième année, on va étudier la notion phrase et on va bien sûr arriver à la définition que la phrase est une suite ou un groupe de mots ayant un sens. Il commence bien sûr par une lettre majuscule et se termine par un point. Et pour moi, je considère que la primordiale étape, c'est la deuxième étape, c'est la manipulation et la réflexion. Pour la troisième étape, je m'entraîne. Les exercices de cette étape visent la fixation de la notion et son application, bien sûr, à travers des activités orales et ou écrites, bien sûr, avec une mise en commun. Donc, pour le texte support, il s'agit d'un contexte, c'est-à-dire, donc, je pars d'une contextualisation. Lorsque j'arrive à la règle, la rubrique je retiens par exemple, je prends toujours l'exemple de la phrase. Donc, prenons cette phrase comme texte support. Ahmed joue au ballon. Par exemple, nous avons un contexte. Pour la deuxième étape qui concerne la déduction de la règle, je vais dire que la phrase est une suite de mots, bien sûr, ayant un sens. Et pour la forme, il commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, pour cette définition, elle est décontextualisée, c'est-à-dire elle n'a pas de contexte. Pour l'entraînement, ou bien pour l'application, je vais recontextualiser, c'est-à-dire je vais réemployer ou bien appliquer cette règle dans d'autres contextes. Donc, pour les exercices, on peut utiliser les ardoises, on peut utiliser les feuilles de brouillon et on peut utiliser soit les livrets, les fichiers d'exercice ou les cahiers de classe. Pour la dernière étape, je m'évalue. Donc, il s'agit de l'évaluation, c'est-à-dire mesurer l'écart entre ce qui est réalisé et ce qui est souhaité. Cette étape propose des exercices d'évaluation dont, bien sûr, dans le but de mesurer le degré de maîtrise de la notion étudiée afin, bien sûr, d'apporter ou bien de prendre même des décisions, c'est-à-dire après l'évaluation, après la mesure, on peut prendre une décision, soit on peut dire maîtrise totale, partielle, non maîtrise, ou bien on peut même prendre des décisions, c'est-à-dire je peux refaire la leçon s'il s'agit d'une difficulté bien sûr notée, ou bien je peux consolider ou autre activité bien sûr
opportune. Pour la progression d'une notion abordée en grammaire, j'ai travaillé sur la phrase. Donc, pour la 4e année, pour les leçons programmées, nous avons la phrase. 2e leçon, nous avons la phrase déclarative, la phrase interrogative. 3e leçon, nous avons la phrase impérative. 4e leçon, la phrase exclamative. Dernière leçon en 4e année, nous avons la phrase affirmative et la phrase négative. Pour la 5e année, nous avons les types de phrases de leçons et nous avons la forme de la phrase affirmative et la phrase négative. Pour la 6e année, la phrase nominale, la phrase verbale, c'est-à-dire nous avons un autre paramètre de classification. La phrase interrogative, nous avons la phrase interrogative totale et nous avons la phrase interrogative partielle. Et une autre leçon qui concerne l'expansion et la réduction de la phrase. Donc, pour ce tableau, il résume la progression de la notion de la phrase et c'est une notion abordée en grammaire. Donc, vous allez bien constater la progression. Donc, en allant de la 4e année à la 5e année et même la 6e année. Donc, toujours, on parle d'une évolution, ou bien d'un développement, ou bien d'une progression, ou bien d'une amélioration qu'on peut résumer comme suite. Donc, on part de l'initiation, puis l'acquisition ou l'apprentissage, encore la consolidation et on peut même arriver à l'approfondissement. Pour le tableau, la référence toujours, c'est les orientations pédagogiques relatives à l'enseignement, juillet 2020. S'il vous... Oui. S'il vous plaît, Monsieur Brani. Oui. Le son, il y a un problème de son. Maintenant, il y a des ruptures. Non. D'accord, ça y est. D'accord, merci. Merci bien. D'accord, merci. Donc, pour la progression, j'ai travaillé sur la phrase, bien sûr, et vous allez bien constater cette progression concernant la phrase de la 4e année jusqu'à la 6e année. Pour l'initiation, c'était en 1re, 2e et 3e année. Pour l'acquisition ou l'apprentissage, c'est-à-dire vous pouvez lier cette étape à la 4e année. Pour la consolidation, c'est en 5e année, ou bien en 4e année, il y avait les types de phrases et la même leçon en 5e année. Mais en 6e année, vous allez constater qu'on peut parler d'un approfondissement, surtout pour la phrase interrogative. Donc, nous avons étudié la phrase en 4e année et les types de phrases. Nous avons, oui. L'écran n'est pas partagé. Oui, le partage de l'écran ne s'affiche pas sur l'écran. Oui, avec plaisir. Donc, je vais refaire. Maintenant, c'est bien? Non, pas encore. Non. Merci bien. Donc, je reprends. Pour l'initiation, c'était en 1re, 2e et 3e année. Pour l'acquisition ou l'apprentissage,
c'est-à-dire on peut parler de la 4e année. Donc, c'est l'étude de la phrase. Pour la consolidation, vous allez remarquer qu'on étudie bien sûr les types de phrases et on reprend en 5e année. Et pour la dernière étape, c'est-à-dire l'approfondissement, prenons le cas de la phrase interrogative. Donc, étudier en 4e année, étudier ou bien une 2e fois en 5e année. Et pour la 6e année, on parle d'une phrase interrogative totale et d'une phrase partielle. Donc, pour la didactique du français, septembre 2016, je vais lire bien sûr ce support. Il fait très chaud dehors, le soleil brille dans le ciel bleu, les feuilles des arbres sont devenues jaunes. Fatigué par son travail, Ahmed est assis dans son fauteuil. Pendant qu'il sommeille, sa sœur est allée vider la corbeille à papier dans la poubelle. Donc, le support ci-dessus est proposé pour une activité d'orthographe destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Un son, et nous avons Y, est répété 9 fois. Vous allez bien constater que nous avons un support. Le support ci-dessus est proposé pour une activité d'orthographe. Nous avons la discipline. Destinée aux élèves de la 6e année, nous avons le public cible et on peut dégager le thème, bien sûr, de l'enseignement primaire. Et pour l'intitulé, je pense qu'il y avait une ambiguïté, un son Y ou bien le son I est répété 9 fois. Donc, on va lire, bien sûr, les autres questions. Élaborer une fiche pédagogique pour cette activité en tenant compte des consignes suivantes. A. Définir l'objectif d'apprentissage visé. Et c'était le sujet ou bien l'objet de l'intervention de notre collègue, Madame Sadek. B. Formuler au moins 4 questions pour amener les élèves à repérer les graphies du son en question. Donc, il n'y avait pas le son, donc à repérer les graphies du son en question. Toujours, il y a de l'ambiguïté. Et à effectuer des remarques sur la relation entre ces graphies et ce son. Donc, je peux reformuler cette question, c'est-à-dire quelles sont les graphies qui correspondent au son en question, ou bien au son, bien sûr, en question. Question C. Indiquer la règle orthographique à faire déduire et retenir par les élèves. La déduction de la règle, bien sûr, régissant le fonctionnement de la langue. Et cette règle, elle est relative à cette leçon d'orthographe. Proposer 4 exercices d'entraînement appropriés à l'objectif d'apprentissage défini, donc toujours en relation avec la thématique abordée par Madame Sadek. Pour la deuxième question, lors de l'évaluation de cette activité, vous constatez que des élèves éprouvent des difficultés à orthographier correctement les mots contenant le son étudié. Identifiez 3 difficultés et proposez pour chacune d'elles une activité de remédiation adéquate. Troisième et dernière question. Au cours d'une activité orale, vous remarquez que certains élèves prononcent les mots soleil et ciel comme suit. Soleil, ciel ou bien ciel. Montrez comment vous procédez pour traiter phonétiquement ces erreurs de prononciation avec les élèves. Donc, ça, c'était pour septembre 2016. Donc,
pour quelques conseils, essayez toujours de bien lire le support et lisez toutes les questions, bien sûr. Pour la réponse, répondez à la question posée, bien sûr. Essayez bien, pour la gestion du temps, essayez de bien gérer le temps. Et essayez bien sûr de convaincre ou bien de plaidoyer, essayez de défendre votre proposition. Essayez bien sûr de traiter les questions, c'est-à-dire une question traitée par un praticien. N'oubliez pas que vous êtes des enseignants et des enseignantes, c'est-à-dire des praticiens et des praticiennes. Nous ne sommes plus des théoriciens et théoriciennes. Donc, essayez d'évoquer toujours la pratique enseignante. Pour l'excellence, bien sûr, vous pouvez la chercher. Essayez d'atteindre la perfection via l'organisation, via une écriture lisible, via des arguments forts. Vous pouvez même utiliser des illustrations. Vous pouvez utiliser une fiche technique. Par exemple, pour la rubrique je retiens, c'est-à-dire la déduction de la règle, vous pouvez utiliser une carte conceptuelle, etc., ou bien heuristique. Et je vais bien sûr achever cette intervention par une citation anonyme mais célèbre. De la considération des obstacles vient l'échec et de la considération des moyens vient la réussite. Je répète la citation. Donc, de la considération des obstacles vient l'échec et de la considération des moyens vient la réussite. Je vais partager avec vous deux modèles d'une fiche pédagogique. Donc, pour l'entête qui concerne les infos administratives, c'est-à-dire le niveau enseigné, vous pouvez même donc citer ou bien souligner l'unité didactique, le thème, le titre de la leçon ou bien de la séance, les objectifs d'apprentissage, les supports didactiques, et vous pouvez noter bien sûr la durée et le numéro de fiche. Pour le volet pédagogique, nous avons soit phase ou étape, ou bien autre, bien sûr, ou bien je vais présenter une autre fiche. Nous avons phase et étape et nous avons une case pour les activités de l'enseignant ou l'enseignante et d'autres pour les activités de l'apprenant ou l'apprenante. Pour le deuxième modèle, nous avons l'unité didactique, semaine, niveau thème, l'intitulé, les objectifs d'apprentissage, support didactique, la durée et le numéro de fiche. Pour le volet pédagogique, il s'agit d'un processus d'enseignement-apprentissage. Donc, nous avons les activités de l'enseignant ou l'enseignante et nous avons les activités de l'élève et nous avons les étapes. Par exemple, je vais commencer par une évaluation diagnostique, observation et découverte, etc. Et nous avons une autre case concernant la modalité du travail, c'est-à-dire est-ce que le travail est individuel, en binôme, en groupe ou autre. Donc, merci bien pour votre attention et pour les références. J'ai travaillé sur 4 ou 5 références. Il s'agit des orientations pédagogiques, donc c'est un document officiel. Et les guides, le guide de mes apprentissages en français en 5e et en 6e année, et mon livre de français en 4e année. Je vous remercie bien sûr tous et toutes et je vous souhaite bonne chance. Et je cède ou bien je passe la parole à Madame la modératrice, Madame Zaidi. Merci bien.
Merci, Monsieur l'inspecteur Abdelrani, pour votre exposé qui a été basé sur les points suivants. Définition des activités réflexives sur la langue, pourquoi on enseigne les activités de la langue, c'est-à-dire l'objectif d'enseigner les activités de la langue. Ensuite, vous avez parlé du statut curriculaire des activités de la langue au primaire, c'est-à-dire en première, deuxième, troisième année, premier lieu. En deuxième lieu, vous avez parlé du statut curriculaire en quatrième et cinquième, sixième année. Ensuite, vous avez traité la présence des activités de la langue, c'est-à-dire le nombre des séances, l'horaire réservé à ces activités. Puis, vous avez traité aussi le canevas méthodologique des activités de la langue et la progression d'une vous avez traité d'un de l'année 2016. Alors, si vous avez pour l'instant, on va lever les noms des intervenants. Alors, si vous avez des questions, bien des interventions, prière de lever la main, s'il vous plaît.